Bien, on reparle du trafic des faux médicaments qu'on évoquait. Alors, Firmin, il y a ce chiffre que je lis là, de la Fédération internationale de l'industrie du médicament qui estime que dans le commerce de faux médicaments, lorsque vous faites un investissement de $1,000, ça fait 500 000 francs CFA, vous gagnez $500 000 de profit, donc 25 millions de francs CFA. Et la législation en matière de pénalisation est quasiment inexistant, c'est considéré comme un délit. Donc on vous arrête, les gens font quelques mois. Voilà qui encourage aussi ce commerce-là. Oh non, je pense que les chiffres sont bien impressionnants et ça montre, ce chiffre de la Fédération internationale d'industrie du médicament pharmaceutique montre combien le jeu est juteux. Et c'est pour cela que beaucoup cherchent à s'y investir, à investir dedans. Regardez par exemple, il y a ce chiffre-là qui est impressionnant. L'autre chiffre là qui est impressionnant, on dit à Lomé entre 2018 et 2019, il y a eu 67 tonnes de faux médicaments qui ont été brûlés, qui ont été saisis et brûlés. Et parallèlement, en novembre dernier, à Abidjan, 200 tonnes de faux médicaments ont été brûlés. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui s'investissent dedans. Il y a beaucoup qui investissent dedans. Le jeu est tellement juteux. Mais le problème, c'est que bien sûr, nos autorités, les autorités de l'Afrique de l'Ouest cherchent à y mettre fin, mais du moment où il y a tellement de sous dedans, peut-être on peut vous prendre 2 jours, on vous libère et puis c'est fini, vous continuez. Mais l'autre chose aussi, c'est d'arriver à pointer du doigt les pays de provenance. Il y a l'Inde, la Chine, tout ça. Pourquoi nos autorités permettent à ces pays de venir déverser leurs produits sur le marché, sachant bien que ce sont de faux médicaments? Là, il va falloir que les deux autorités, ou les autorités ouest-africaines, les autorités chinoises et indiennes, ils travaillent parce que autant on déverse ces produits sur le marché africain, autant les gens meurent, autant les gens... Regardez par exemple celui-là qui a ses reins tout détruit. Peut-être il est en train de perdre la vie comme ça, parce que quand vous arrivez au niveau de la dialyse, c'est la mort qui vous attend. Donc à ce niveau-là, il faut y travailler. L'autre chose, c'est qu'il faut renforcer le dispositif législatif. Oui, au Togo, peut-être on dit le nouveau code pénal de 2015 a consacré une partie à cela. On vous prend comme un trafiquant de faux médicaments, vous encourez 20 ans de prison et vous versez 50 millions de francs CFA. Donc ça, c'est une mesure dissuasive. Si ça peut être applicable, ça sera une bonne chose. Mais on rappelle que demain, il y aura un grand sommet sur le sujet à Lomé. J'espère que les autorités, ce sera le moment propice pour les autorités togolaises et ouest-africaines de plancher véritablement sur le sujet de comment discuter avec les autorités indiennes et chinoises pour que ça là, on puisse y mettre fin. Et puis l'autre chose, l'autre pays qu'il ne faut pas... Les autorités indiennes, vas-y. L'autre pays qu'il ne faudrait pas oublier, c'est l'anglophone, le Nigeria. On rappelle même qu'en 2016, il y a un rapport qui dit que 126 millions de produits pharmaceutiques, de faux produits, c'est comme ça on le rappelle, de faux médicaments ont été saisis dans 16 ports africains et un tiers de ces 126 millions venaient du Nigeria. Donc il va falloir que le Nigeria aussi soit associé aux discussions pour que les choses puissent aller pour le mieux des populations africaines. Alors quand on parle de l'inondation de nos marchés avec de ces produits-là, est-ce qu'il faut pointer du doigt la porosité des frontières ou bien la complicité à des niveaux beaucoup plus élevés? Absolument, je crois que c'est ce que je voudrais dire. Mais d'abord, je voudrais réagir par rapport à ce que Firmin vient de dire en disant par exemple, il faut que peut-être nos pays qui sont les destinataires, c'est ça, de ces faux médicaments-là puissent discuter avec les autorités indiennes, par exemple. Mais ce que je voudrais dire à propos, c'est que ces autorités compétentes en la matière ne sont pas forcément au courant parce que c'est un trafic qui peut c'est quelque chose, les médicaments qui peuvent se fabriquer par exemple dans cet immeuble et que les gens qui sont dans en dessous dans le bâtiment ne sont pas au courant. Et puis il y a ce trafic au niveau des ports, c'est-à-dire il y a le contrôle au niveau des ports de provenance. Le contrôle n'est pas toujours très ferme, surtout dans les pays comme l'Inde
Inde où vous pouvez voir n'importe où qui est un pays densément peuplé. C'est pareil pour la Chine où parfois les autorités ont du mal à contrôler même le trafic. Maintenant, pour en venir à la porosité de nos frontières, parfois on se demande même si on en a du point de vue de contrôle, parce que le médicament, ça peut arriver par l'ouest, ça peut arriver par l'est, et nous n'avons pas forcément le contrôle. Maintenant, lorsqu'on a même des instruments de contrôle, il y a aussi la fiabilité de ces instruments-là, parce que cela dépend parfois aussi du trafic, parce que lorsque vous recevez par exemple des milliers de conteneurs ou bien des centaines de conteneurs par jour, des milliers de conteneurs donc par mois, il vous est difficile si vous n'avez pas l'expertise en la matière, si vous n'avez pas les personnes qu'il faut, si vous n'avez pas la technologie qu'il faut pour faire face à ce flux de conteneurs, c'est que vous sélectionnez certains conteneurs au hasard, et ce sont ces conteneurs-là que vous contrôlez en estimant que peut-être que les autres qui sont dans le genre vont contenir les marchandises qui sont indiquées, ce qui n'est pas généralement le cas. Et je crois que Firmin l'a dit tout à l'heure, et je crois que c'est lui qui l'a dit, que parfois la faiblesse de la législation, ce n'est pas l'insuffisance des lois en la matière, c'est aussi le taux d'applicabilité de ces... Vous y êtes parvenu. Je suis fait finalement avec votre aide, merci. Je crois que c'est lui qui l'a dit, que c'est un problème à plusieurs paliers, et je crois lorsqu'on a des problèmes comme ça, il faut les régler par le plus simple, et il faut s'y mettre. Et aujourd'hui, la question est de savoir si les autorités de nos pays africains s'y mettent comme il se doit, alors que la question des faux médicaments est une question de santé publique, parce que ça concerne tellement de monde qu'aujourd'hui il faut qu'il y ait des décisions au plus haut sommet de l'État pour mettre un haut là sur le sujet. Et on l'a dit, c'est juteux, et quand c'est juteux, vous savez, le courage que les gens vont y mettre, les gens y vont au péril même de leur vie parfois, parce que ce qu'ils vont gagner, c'est la part du gain est si fort qu'ils sont prêts à faire du n'importe quoi, même au péril de leur vie, pour parvenir. C'est comme la drogue, on se demande pourquoi on arrête les gens, on tue parfois des gens, surtout lorsque vous êtes dans les jeunes proches des États-Unis, etc. Mais les gens en même temps, est-ce que le fait, par exemple, de dire, puisque là, quand on parle de faux médicaments, on a l'impression, on regarde tout de suite dans la rue, ce qu'on voit dans la rue ou sur des marchés non conventionnels, est-ce qu'on est forcément à l'abri avec les officines régulières? Moi, personnellement, je doute qu'on soit réellement à l'abri, parce que pour qu'on soit à l'abri, c'est qu'il faut qu'il y ait une expertise qui puisse rassurer les acheteurs et même les sujets, disons ceux qui vont acheter ces médicaments. Et l'Afrique n'a pas cette expertise-là. Là, on est consommateur, et nous sommes des consommateurs qui n'avons pas les moyens de vérification de la qualité de ce que nous achetons. Donc, nous avons des gens d'autres contrées qui vont nous fournir en médicaments, qui vont nous fournir en matériaux, qui vont nous fournir tous les ressorts dont on a besoin pour notre santé. Et c'est ce qui est grave. Alors, quand par exemple, on a des pays comme la Chine ou comme l'Inde, le problème, c'est que la plupart de nos génériques sont importés de ces pays-là. On n'a pas d'industrie pharmaceutique. Et ce qui, là on rentre dans des questions qui sont un peu subtiles, c'est que on a en réalité le pouvoir de prendre en main ne serait-ce qu'un volet de cette industrie-là, ne serait-ce que pour nous-mêmes, que pour les soins de nos populations. Mais il y a quelque chose comment on appelle, d'assez diffus qui vient de l'ordre de la mentalité, qui font qu'il y a un blocage. Je vais donner un exemple. Quand on a parlé de la spiruline, qui est actuellement synthétisée et mise en pharmacie, c'est une algue du Tchad qu'ils utilisent traditionnellement. Quand on a toute comment dirais-je, tout l'engouement au niveau du moringa. Le moringa, c'est une plante endémique que beaucoup de gens ont chez eux, mais que personne ne consomme. Et pourtant, c'est une plante qui a sauvé en Asie des peuples de la famine.
Et on a des enfants malnutris, ça existe. Des enfants, des gens qui sont en carence, ça existe. On a le cas de l'artémisinia. L'artémisinia, en tout cas, je ne suis pas très expert. Mais par exemple, épargnez-nous ce vocabulaire. Par exemple, cette plante-là, on peut la cultiver, mais il y aura des ressorts, plus ou moins obscurs qui feront que cela ne sera pas diffusé. Et ce qui est gênant en Afrique, c'est que on a quand même si c'est pas des gens qui ont le matériel, on a quand même des experts qui ont été formés à l'extérieur, on a des laborantins, on a des gens qui font des recherches, on a des pays voisins qui ont peut-être un peu plus d'expertise. On peut, à un moment, ne serait-ce que pour certaines maladies ou, certains fléaux, avancer, commencer à progresser, commencer à établir une industrie pharmaceutique qui vient de nous. Sinon, tant qu'on dépendra de l'extérieur, ce sera difficile. Oui, je voulais juste ajouter un petit truc. L'autre chose qui promeut cette histoire-là ou ce trafic de faux médicaments, il ne faut pas l'oublier, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est parce que nous n'avons pas un pouvoir d'achat conséquent. En même temps, quand on évoque la pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de manque d'information? Je sais par exemple que lorsque vous avez mal à la tête et que vous voulez un médicament, je ne sais pas, ces médicaments qui soignent les maux de tête, mais vous n'avez pas besoin d'acheter la boîte en pharmacie, mais on peut vendre dans la plaquette. Oui, 100 francs, 200 francs. Il y a un problème. Il y a un problème lié à ça. Tu permets? Un problème lié à ça, c'est que parfois, lorsque vous entrez en pharmacie, si vous voulez acheter un truc pour 200, on vous demande par exemple si vous tenez 200. À cause du fait même que parce que vous n'avez pas les 200, on ne vous vend pas, par exemple. On ne vous vend pas. Il y a ça aussi qui est très pratiqué maintenant. Si vous ne tenez pas les 200 francs, ou bien si vous avez 1000 francs, on vous dit qu'il n'y a pas de la monnaie. Est-ce que ce n'est pas le même problème quand on est avec la bonne dame de la rue qui n'a aucune formation, qui vend, quand vous y allez pour acheter un produit à 200, vous ne lui amenez pas 5000 francs? Oui, bien entendu, c'est que la bonne dame, on sait ce qu'on achète par exemple chez elle. Généralement, c'est des trucs de 100 francs, 215 francs, et puis elle a des pièces. Donc quand vous vous rendez là, peut-être quand elle vend pour 200, c'est peut-être... elle a beaucoup. Vous avez acheté beaucoup. Déjà, en achetant pour 200, 300. Généralement, c'est 100 francs, c'est 150, c'est 75, c'est 50 francs. Ce qui fait, c'est que c'est vrai que l'État a eu une certaine approche face à ce problème-là, en disant que même lorsque vous tenez 200, vous pouvez vous rendre en pharmacie. Et on a beaucoup communiqué là-dessus à un moment donné. Mais le problème qu'on constate sur le terrain d'application de cette chose-là, c'est que vous y allez, il faut peut-être avoir les 200 francs. Non, mais il y a des qui ont déjà l'esprit que la pharmacie c'est pour les riches. Voilà, il y a ça aussi. Il y a ce blocage. Barrière là qu'il faut réussir à enlever aussi. Oui, par exemple, quand vous êtes en rhume, on peut vous dire, vous prenez ça médecin, vous allez vous chercher Misarip ou un autre produit très facilement. Mais quand vous allez en pharmacie, on peut vous dire, vous sortez 1000 francs, vous sortez 2000 francs. Donc vous, avec votre niveau de vie et votre pouvoir d'achat très faible, vous préférez éviter les pharmacies et vous rendre chez peut-être la bonne dame. Mais l'autre chose aussi qui est pire dans cette affaire, moi, je connais quelqu'un, vous savez, c'est quelqu'un qui a fait l'université et quand elle a des soucis de santé, elle est dans une maison, elle va chez une dame qui n'a jamais été à l'école, mais qui vend ces produits-là. Et puis c'est la dame qui lui fait la composition. Et c'est ce qui est grave. Et des fois, il y a certains produits qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Donc, en tout, c'est un problème au niveau de la population. Peut-être qu'il y a un manque d'information. Au niveau de ceux-là même qui ont fréquenté, il faut redoubler de sensibilisation. Parce que cette personne dont je justement, parce que moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un, parce que tous ceux qu'on voit au niveau de qui achètent les médicaments n'importe où, c'est pas forcément des gens qui sont pas des... Justement. Je ne peux pas comprendre comment confier la santé à quelqu'un. Mais là, c'est un problème encore... alors, je doute qu'on ait le temps de l'aborder, mais là, c'est encore un problème beaucoup plus profond et, à mon sens, beaucoup plus grave, qui est celui de l'éducation, notamment à l'école, parce que, justement, on a des gens qui n'arrivent pas à passer du savoir acquis à la mise en pratique. Donc, vous allez avoir effectivement un étudiant, quelqu'un qui est étudiant, il n'y a pas de problème, mais il a du mal à, à mettre en pratique ce qui a été acquis sur le banc. C'est un très gros problème. Maintenant, pour revenir aux initiatives, moi je me souviens qu'à l'époque, il y a de cela une vingtaine d'années, il y avait une initiative, mais peut-être plus, une initiative de Bamako. Donc je sais quand même qu'au niveau des dirigeants africains, il y a eu quand même l'effort de remédier à
à cela, c'est-à-dire l'accessibilité des premiers médicaments au niveau des populations. C'était des génériques. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, et c'est là où Firmin et Chris touchent du doigt quelque chose d'important, c'est l'encadrement. L'encadrement, l'information, et puis quelque part aussi relancer un peu l'esprit critique des gens, parce que la personne qui... effectivement, on peut aller en pharmacie acheter une plaquette, mais les gens ont tellement intégré que ce sera moins cher au niveau de la route. La pharmacie fait tellement peur. La pharmacie a un tel aura de, je sais pas, un tel aura privilégié réservé aux privilégiés. C'est comme on peut rentrer dans un supermarché aujourd'hui avec 100 francs, 25 francs. Les gens quand quelqu'un voit entrer dans un supermarché, on se dit vous êtes riche. Finalement, peut-être, ce sera ma dernière question là-dessus. Est-ce que c'est pas mieux de revenir à nos bonnes vieilles herbes? Ouais, c'est-à-dire le problème avec les herbes, c'est vrai que tout est parti de là. Il faudrait mieux se méfier des médicaments chimiques. Je crois que c'est donc comme il l'a dit tout à l'heure, que peut-être que c'était un offre. Lorsque vous êtes malade, il faudrait mieux commencer par les herbes. Ça, parce que tout en principe part de là. Parce que les principes actifs sont là et que chaque herbe sert forcément à quelque chose en matière de soins. Ça, c'est une évidence. Mais le problème qui se pose là, c'est le problème de dose. Et puis, mais en même temps, de charlatanisme. Vous allez arriver à ce niveau, mais moi je me rappelle. On a pris déjà des décoctions quand on était petit. Mais la maman ne donnait pas la même quantité aux enfants qu'aux adultes. Et puis, on dosait déjà. Si vous permettez aussi, il y a un point qu'on ne touche pas assez. C'est le point de l'alimentation. On s'empoisonne quotidiennement. Si vous prenez, mettons quelque chose de banal, vous prenez la vendeuse d'Aïmolou. La vendeuse d'Aïmolou, son riz est d'export. Le haricot qu'il va mettre est bourré de pesticides. L'huile est d'export, d'une qualité douteuse. La tomate concentrée qu'on y met est d'exportation. C'est-à-dire tout jusqu'à goûter, tout est d'exportation. Mais il faut manger bio. En réalité, non, c'est pire que ça. C'est-à-dire, le problème, ce qui m'énerve avec le concept bio, c'est que le concept bio vient comme s'il était à la mode. Le concept bio, il vient de nous. C'est nous, nos mamans au village, elles faisaient du bio avant que les gens ne le popularisent. Donc, il y a plus pour moi de richesse à aller manger des feuilles de baobab, aller manger des feuilles de haricots, aller manger du fonio. Par exemple, je vais peut-être m'arrêter sur cet exemple que moi j'ai trouvé, j'en ai causé avec des amis sur Internet, j'ai trouvé ça vraiment ridicule. Alors, on nous a mis en Afrique des cultures de rente. Donc, des cultures qui doivent être des cultures à l'export, en nous imposant des semences, des pesticides et tout. Alors, on a perdu, nous, le sorgho, le mil et le millet. Pour apprendre dernièrement que pour le conflit entre la Chine et les États-Unis, les États-Unis exportent du sorgho en Chine. Alors que du soja. Non, du sorgho. Du sorgho américain. C'était du soja. Non, sorgho américain. Donc le ridicule de l'histoire, c'est qu'à un moment, on a des scientifiques qui reviennent nous dire que, au fait, vous savez, on a constaté que le sorgho et le mil sont plus riches que le maïs que l'on mange quotidiennement. Alors que c'est des plantes que nous avions. Donc à un moment, et après, vous voyez, les gens de l'intérieur le disent. Vous prenez un bébé de l'intérieur qui est nourri à la feuille, qui est nourri à la sauce, et vous prenez un bébé citadin, c'est pas la même chose. Pour le résumer, c'est que nos aliments, les aliments que nous consommons doivent être les meilleurs, le médicament. Le médicament même que nous prenons. Certains ont trouvé le terme alicament. Je crois que c'est notre consoeur à Kakpo. Qui l'a dit récemment. Donc, si on fait attention à ce qu'on prend comme aliment, je crois qu'on règle par là une bonne partie des problèmes de santé. Le sujet est très intéressant, on ne pourra pas l'épuiser ce soir. On va passer à la Guinée pour quelques minutes. J'avoue que je l'ai fait exprès de mettre la Guinée pour quelques minutes. J'ai l'impression que sur la Guinée, on dit les mêmes choses tout le temps. 3 morts en 2 jours, ça devient un peu banal au niveau de la Guinée.
Oui, ça devient banal. Pour la Guinée, je pense que la solution, ça doit être Alpha Condé. Ça doit être Alpha Condé aujourd'hui. Il faut qu'il positionne. Oh non, il faut qu'il rende clair sa position. Il faut qu'il soit sage. Il a souvent dit, il a passé 40 ans dans l'opposition. Et donc aujourd'hui, il est en train de faire 10 ans. On se demande s'il veut faire encore 40 ans, il veut rattraper. Pour équilibrer. Pour équilibrer. Il est déjà vieux, il a déjà plus de 80 ans. Non? Il a 81 ans, il aura 82 ans cette année. Oui, 82 ans cette année. Il faut qu'il se prépare un devant qui va lui succéder pour calmer la tension et donner la chance à ses opposants là de passer, de vivre une élection tellement transparente. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Ce que le Togo a vécu est nettement différent de ce qu'ils sont en train de vivre. Lui, il veut modifier la constitution pour y rester. Le Togo, c'est... Il n'a jamais dit ça non plus. Parce que dans la mouture du projet de modification, on a clairement vu la limitation de mandat est là, sauf que le mandat est rallongé à 6 ans au lieu de 5, mais la limitation est là. C'est ce vieux débat juridique de rétroactivité qui fait que les gens sont dans la rue aussi. Et puis lui n'est pas clair. On a l'impression qu'il ne peut pas partir. Est-ce qu'il y a un chef d'État clair? Peut-être à part les Mamadou Issoufou. Oui, ça pose par exemple, Mamadi Issoufou, il a été clair, vu l'histoire, l'histoire que son pays a traversé, comment on a fait partie. Non, mais Macky, la dernière fois, il est resté assez mitigé quand on a posé la question sur un troisième mandat. Comment Mamadou Tandja a été pris en février 2009 lors d'un conseil des ministres. Donc, Issoufou, Mamadou Issoufou, il a un peu l'histoire, l'esprit, donc il ne veut plus vivre les mêmes scènes qu'ont vécu ses prédécesseurs. Mais cet homme-là, Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a déjà plus de 80 ans. Il faut qu'il laisse passer cette histoire-là et rentre. Parce que son pays a beaucoup souffert. Il faut qu'il parte pour donner plus de prospérité à son pays. En même temps, aux Russes, il y a aussi, parce que tout le monde semble décrire un peu l'opposition comme l'ange de la situation. Pourquoi cette opposition n'envisage pas aussi le fait de transformer cette force populaire en une force électorale pour contrer la manœuvre Condé? Mais parce que le problème qu'on a au sein de nos partis politiques africains, et qu'on cultive au sein de nos populations africaines, c'est le mythe du gourou. C'est-à-dire les gens ne sont plus des hommes politiques, ne sont plus des acteurs politiques, ce sont des gourous. On ne défend pas un programme, on défend l'aura d'une personnalité. Et à la fin, justement, quand on devient... Parce que après, quand on voit disons, un des principaux opposants qui essaie de récupérer un peu tout ce qui se passe, c'est Sédou Dalein Diallo, qui d'ailleurs a déjà été Premier ministre et tout. Donc, au final, on n'a pas un renouvellement de la classe politique. On a une société civile, disons, on a, des manifestations populaires qui sont récupérées par des politiques. Et pour moi, c'est un peu cela le drame. C'est que lorsque c'est populaire, lorsque c'est des mouvements civiques, si vous voulez, c'est réprimé parce que c'est considéré comme des badauds et des bandits. Il faut que cela se passe sous le parrainage d'un homme politique qui, lui, ne défend pas un programme, mais se veut un gourou. Il faut l'aduler. D'ailleurs, on voit que dans la plupart de ces cellules, il y a rarement du débat, il y a rarement, des élections pour définir un candidat clé. Et on comprend que le problème du politique africain, alors on peut citer les politiques du monde, mais vu qu'on est en Afrique, on va s'attarder sur cela, c'est que on a des hommes politiques qui ne comprennent pas que lorsque l'on plante une graine et qu'on s'attend à voir un arbre, il se peut que l'on ne soit pas celui qui profitera de son ombre. Peut-être qu'on le fait pour les générations futures. On va écouter Chris avant la pause. Oui, peut-être pour réagir rapidement à quelque chose qu'il vient de dire. Donc, c'est qu'il parle par exemple du non-renouvellement de la classe politique. Moi, je veux dire sur ce sujet-là que il n'y a pas de génération spontanée en politique. C'est-à-dire que c'est toujours une succession. Mais c'est que généralement, c'est si l'un
renouvelant, et c'est pareil. Hein. Lorsque vous prenez, par exemple, les pays occidentaux, lorsque vous prenez la France, par exemple, est-ce qu'il y a renouvellement de la classe politique des leaders? Je ne crois pas, mais c'est qu'il n'y a pas de génération qui viennent ex nihilo, comme ça, qui surgit d'on ne sait où, mais il y a toujours une forme de substitution. Quand vous prenez même le Togo, lorsque les gens disent généralement qu'il n'y a pas de renouvellement, moi je dis si qu'il y a un renouvellement, il y a le renouvellement, mais c'est-à-dire que lorsque vous êtes là pour vivre 70 ans, 80 ans avant de passer de l'autre côté, vous allez voir combien de personnes dans un parti politique se suicider avant de passer votre vie. Je crois que cette affaire-là, à l'échelle d'une vie, il ne suffit pas pour qu'on puisse faire le bilan. Peut-être nous sommes dans une société où nous avons vu faire chez le blanc ce que nous sommes en train d'appliquer ici, et je crois que on ne vit pas assez longtemps pour voir la classe politique, une classe politique renouvelée totalement. Non, mais il y a quand même une forme de mutation. Si tu permets, je peux donner un exemple. Si par exemple vous prenez, mettons que nous prenons le Sénégal, prenons la trame, disons, je veux dire la descendance politique de Senghor. Donc Senghor a donné Wade, a donné Diouf. Oui. Diouf a donné Tanor Dieng. Wade a donné, Macky Sall a donné, j'oublie celui qui est sorti de prison tout dernièrement. Donc il y a Alpha Sall, il y a une succession. Vous voyez la Côte d'Ivoire, vous avez Oufoué a donné. Voilà, donc bref, ici c'est pareil aussi. On va rendre l'antenne, s'il vous plaît. On revient après le journal. Continue.